Vous savez, je réfléchissais à un truc l'autre fois. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mis un peu de communisme socialiste triomphant dans nos vidéos. Il y avait eu quelques petits trucs en podcast à l'époque. Il y avait eu Star Marx qui était paru dans une brève au printemps dernier. Mais il n'y en a pas encore eu pour du jeu de société. Bien, du coup, je vais essayer de corriger ça rapidement avec un gros jeu. Ah, tu t'attendais pas à ça. Il n'y a pas forcément besoin d'une grosse boîte pour avoir un gros jeu. Mais bon, on va voir ça après le jingle. Alors, Iron Curtain est un jeu de placement et de majorité qui a été créé par un duo d'auteurs, et là je vais regarder mes notes parce que sinon je n'arriverai pas à la prononcer. Il s'agit de Daniel Skold Pedersen et Asger Harding Granerud. Voilà, je pense que comme ça c'est plus facile. Et il est illustré par Jessica Hayler. Nom qui n'a pas eu besoin que je le regarde pour le prononcer. C'est un jeu à 2 uniquement, qui se joue sur des parties d'environ 30-40 minutes. Il y a indiqué 25 sur la boîte, mais ça va être un poil plus long, surtout sur les premières parties. C'est édité en VF par Matago, distribué par Surfing Meeple, et est donc trouvable assez facilement en boutique pour un prix qui avoisine les 10 euros. Alors comment est-ce qu'on joue à ce gros jeu dans cette petite boîte? On voit ça de suite. Donc, une partie est à la fois très facile et assez compliquée, comme je vous l'ai déjà dit. La partie va se faire en 2 manches. On va avoir 18 cartes en tout qui sont à la fois dans la pioche et dans la main de chaque personne qui joue. Et au centre, en commençant par la carte de départ qui est la carte Europe. Vous verrez que nous avons plusieurs continents. Donc on a l'Europe, l'Asie, l'Amérique centrale, l'Afrique et le Moyen-Orient. Chaque continent fait un certain nombre de cartes. Nous avons la piste de score qui est située juste ici. Alors, ce n'est pas vraiment une piste de score, c'est une piste d'influence, il n'y a pas de comptage de points. Simplement, si ce pion jaune va sur le drapeau USA ou URSS, la partie est terminée en faveur de la personne dont c'est le drapeau. Sachant qu'à la fin de la partie, si le pion est au centre, ce sont les USA qui gagnent. Et à la fin de la partie également, si votre pion penche plus du côté USA, ce sont les USA qui gagnent, et idem pour l'URSS. Basiquement, au cours de la partie, le pion va fluctuer en fonction de nos poses de cartes et de cubes rouges ou bleus. Alors, on commence avec 5 cartes en main, et nous allons à notre tour poser une carte. Tu vois que tu as un drapeau URSS ou USA sur les cartes. Sur les 18, il y a 8 URSS et 10 USA. Histoire de montrer le fait que, à la fin, ce sont les États-Unis qui ont gagné. Alors, quand tu poses une carte, c'est très simple. Il faut que ça soit adjacent à une carte de la même couleur. Donc si je veux jouer une carte Europe, je les pose comme ceci. Si j'avais voulu jouer une carte Amérique du Sud, par exemple, j'aurais pu la poser adjacent à une autre carte sans problème. Mais à partir du moment où il y a déjà une carte de la même couleur, il faut la poser à côté. Ici, il n'y a pas vraiment de problème, je vais avoir le choix, puisque c'est mon drapeau qui est ici, entre deux choses. Soit poser un cube sur l'une des cartes où j'ai déjà un pion, sachant que, bien sûr, au début de la partie, pardon pour lui, nous avons un cube par camp sur la carte de départ. Donc je pourrais poser un cube sur cette carte ou sur la carte d'à côté, sachant que pour avoir la majorité sur la carte quand un continent est terminé, donc au bout de 6 cartes pour l'Europe, il faudra avoir plus de cubes que l'adversaire sur chaque carte et maîtriser le plus de territoire que l'adversaire. A noter que si j'ai 3 cubes dans cette carte, j'en ai 2 de plus que l'adversaire et donc je contrôle totalement la zone. Donc s'il veut ajouter un cube ici, il devra en payer un supplémentaire qui est perdu. Donc on va dire que je choisis de faire ceci. J'aurais très bien pu décider à la place de gagner un point d'idéologie et le faire basculer vers moi. On va passer aux USA qui vont aussi jouer en Allemagne de l'Est, en Europe. Et là, pour vous montrer l'inverse, ici, l'URSS va pouvoir jouer en dehors de son tour, car la carte est de dominante soviétique. Donc là, on voit que l'URSS peut gagner un point d'idéologie et infiltrer 2 cubes influence. Donc on va dire qu'on va les mettre ici. Les USA, quant à eux, vont pouvoir glisser 4 cubes. Donc, mettons qu'ils fassent ça, histoire de s'assurer un petit match nul et une petite victoire ici. D'accord? Donc voilà, si vous jouez une carte
affilié à votre drapeau, vous pouvez soit jouer un cube ou plusieurs cubes, soit jouer l'événement dans le texte. Si vous jouez une carte correspondant à la dominante de l'adversaire à cause de ce drapeau, eh bien, l'adversaire pourra choisir d'utiliser l'événement et vous devrez vous contenter de ce nombre de cubes à poser sur une carte. Sachant que tu peux poser des cubes sur la carte que tu viens de jouer ou sur une autre. Il suffit que la carte sur laquelle tu poses soit adjacente à une carte où il y a déjà tes cubes. Simplement. Donc en fait, tu pourrais les poser là, là et là, exactement comme je l'ai fait. On va jouer comme ça jusqu'à épuiser son paquet. Alors on va dire que là, j'avance un poil n'importe comment. Bon allez, on va le passer en accéléré. Donc quand vous arrivez, alors là j'ai posé les cartes un peu en vrac, à une carte dans votre main, vous la défaussez face cachée, d'accord? Ça servira à calculer les retombées. Bon, le reste de la partie est assez simple, vous allez avoir à distribuer 4 cartes par personne, du coup, au lieu de 5, et rejouer comme ça jusqu'à la fin de votre main de cartes, où cette fois-ci, vous jouerez les 4 intégralement. Vous ne mettrez pas de côté une carte à la fin de la manche. À chaque fois que vous finissez un continent pour information, je vais vous expliquer comment marche le cumul. Mettons que là, on ait terminé l'Europe, même si ça n'est pas le cas. On voit qu'il y a 6 cartes sur le continent européen, donc dès qu'on en pose une 6e, on fait la phase de domination. À ce moment-là, on regarde qui est majoritaire sur chaque carte. Donc on voit ici que les USA sont majoritaires sur 1, 2, 3 cartes. Donc mettons qu'on soit égalité, on va faire 1, 2, 3. Un point pour l'Allemagne de l'Ouest dominée par l'URSS. Et puisque les USA dominent majoritairement le continent, ils avancent de 3 points. Sachant que lorsque l'on pose la 4e carte de la dernière manche, on va refaire un calcul pour chaque continent terminé. Donc on recalculera l'hégémonie, car vous avez vu les effets qui sont posés. On va pouvoir bouger les cubes ordre un peu partout à chaque tour, et la position dans laquelle se trouve le pion à la fin détermine qui des USA et de l'URSS gagne la partie. Sachant qu'on ajoutera aussi la différence en cubes entre les deux cartes mises de côté. Donc là par exemple, on voit que c'est totalement égalitaire, mais s'il y avait eu quelque chose comme ça, eh bien en fait il y aurait eu un cube d'écart pour l'URSS qui aurait permis de lui faire grappiller un petit point. Et voilà pour le petit aperçu d'une partie Iron Curtain. Allez, on continue avec ma critique de Iron Curtain. Alors premier point, j'adore la période de la guerre froide. Voilà, ça n'a pas un grand intérêt pour cette critique, mais je tenais à ce que ça soit dit et répété une vingtaine de fois au sein de nos vidéos sur Indécent Podcast. Blague à part, premier point positif, il y a le fait que tout ça tienne dans très peu de matos. Tu as 25 cubes bleus, 25 cubes rouges et 18 cartes. Point à la ligne. Et c'est ça qui rend le jeu vraiment super balèze. Parce que tu vas avoir le cerveau qui part en cacahuète à force de réfléchir au sein des manches du jeu, mais tu n'as vraiment rien sur la table, ça prend peu de place, et vraiment, c'est super pour passer une bonne partie en week-end, ça rentre dans ta poche, ça prend pas beaucoup de place dans une valise. Bref, le jeu est facile à manier de ce point de vue-là, excepté pour les règles, parce que les règles, du coup, sont très profondes. Il n'y en a pas énormément, attention, mais il faut faire attention à ce que tu fais à chaque instant. Il y a une très belle rejouabilité, tu as une belle ambiance bien tendue avec peu de choix possibles, mais des choix cruciaux, du coup, qui peuvent te faire perdre la partie directement, tellement c'est tendu. Et la notion de placement, en fait, elle est très nerveuse. Tu peux te retrouver à la fin de la constitution d'un continent à prendre beaucoup d'avance sur ton adversaire pour en fait te retrouver à quasiment perdre la partie à la fin. Comme je te le disais, chaque mouvement est crucial et il y a ce principe de dominance URSS ou USA sur les cartes qui peut, si tu prends une mauvaise décision, faire que l'adversaire active un ordre, active une action en dehors de son tour, ce qui le met dans une situation assez avantageuse. Donc avec cet ensemble de règles qui tient dans un mouchoir de poche, il va falloir que tu arrives à faire, d'une façon ou d'une autre, plus d'actions que ton adversaire. Parce que sinon ça va être assez difficile de gagner. En revanche, je me serais attendu à une notice un peu mieux écrite ou traduite. Je ne sais pas ce qui a pêché de ce point de vue-là. Alors le jeu est minimaliste, certes, mais ça ne dispense pas d'avoir une bonne notice. Tu as plein d'autres jeux
qui sont sur des boîtes assez petites ou sur des mécaniques assez maigres, mais qui prennent le temps quand même d'expliciter correctement les règles. J'avoue que ça a été un blocage sur ma première partie, hein. J'ai failli ranger le matériel dans la boîte, le mettre dans le meuble et sortir un autre jeu à la place qui soit plus abordable. Mais j'ai passé le cap et franchement, ça a été une découverte assez géniale. Et puis, il y a un dernier argument, avoir autant de possibilités avec un prix aussi bas, faut avouer que ça fait quand même du bien. C'est accessible à n'importe qui, donc si tu veux passer à des jeux un peu plus gros, mais en prenant une porte d'entrée abordable en termes de mécanique et abordable en termes de prix, Iron Curtain sera vraiment un super choix. Pour conclure sur cette petite vidéo de critique d'Iron Curtain, eh bien, malgré ce petit pépin de notice, ça a été vraiment une super expérience que de découvrir ce jeu. C'est un jeu à deux que je te conseille d'avoir tant pour sa taille que pour sa profondeur de jeu. Et une aussi petite boîte avec autant de possibilités de jeu derrière, ça prouve que tu n'as pas besoin d'une énorme boîte à 75 € pour avoir un gros jeu chez toi. Il est vraiment très bon, très dense, et il se jouera à peu près n'importe où, et à peu près avec n'importe qui. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo de bref de jeu qui était dédiée à Iron Curtain de chez Matago. J'espère que ça t'aura plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à propager la bonne parole en diffusant cette vidéo partout sur Internet, en mettant un petit pouce bleu, et si tu ne l'as pas déjà fait, à t'abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir nos notifications quand on publie une vidéo. N'oublie pas qu'on est présent sur les réseaux sociaux que sont Facebook, Twitter et Instagram, et que nous avons aussi un serveur Discord où on raconte pas mal de mauvaises blagues. D'ici à ce qu'on se retrouve sur une prochaine vidéo, un prochain podcast ou un live YouTube, on te souhaite une excellente journée, soirée ou nuit selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. À la prochaine. Daniel Skold Pedersen et Asgeir Harding Granerud. Oh, à dire les noms des auteurs, c'est un sacerdoce.